Je m'appelle Christian Andrès. Bien, mon poste actuel, il est un peu dans le passé. Je suis professeur émérite de l'Université de Picardie Jules Verne à Amiens. Cela dit, mon domaine de recherche est le siècle d'or, la littérature, la langue, la littérature, la civilisation du siècle d'or. Donc, voilà. Donc, j'ai pris ma retraite il n'y a pas très longtemps, mais j'ai décidé de la prendre même avant son terme, pour des raisons personnelles et surtout pour pouvoir m'investir libre de tout souci administratif et vraiment pour faire de la recherche avec plaisir. Ce qui m'était arrivé avant également, mais là, avec encore plus de plaisir, parce que là, j'étais maître du jeu. Ah, alors du coup, je vous poserai des questions. Attendez-vous à des questions ultérieures sur cette recherche Voilà. post-activité d'enseignement. Alors, commençons par le début. Est-ce que vous pouvez nous dire quel est le titre de votre thèse? En quelle année vous l'avez soutenue? Dans quelle université et sous la direction de qui? Voilà. Donc, alors ma thèse était une thèse pour le doctorat d'État. Voilà, c'est quelque chose d'antédiluvien maintenant. Cela dit, son titre est Connaissance et croyance au siècle d'or, d'après l'œuvre théâtrale de Lope de Vega. Cette thèse a été soutenue le 30 septembre 1987 à l'université que vous connaissez bien sans doute, Paris 10, Nanterre, sous son libellé ancien, si j'ose dire. Donc, mon directeur de recherche était Jean Coste, donc professeur à l'université de Paris 10, Nanterre. Je peux indiquer le jury dans sa totalité. C'était un très beau jury, ma foi, puisque mon président de jury était Maxime Chevalier, donc Université de Bordeaux 3. Il y avait comme autre membre du jury le professeur Robert Jam de Toulouse, l'Université de Toulouse de Mirail. Il y avait aussi le professeur Claude Gaillard de Grenoble 3. Et j'oublie quelqu'un, oui, j'oublie the last but not the least, Paul Larivaille, en sa qualité d'italianiste, et qui était président de l'Université de Paris 10 Nanterre en ces temps-là. Voilà. Effectivement, très très beau jury, très beau jury. On reviendra un peu plus tard aussi sur la soutenance. Alors pour qu'on vous connaisse un petit peu mieux, en particulier les jeunes docteurs et doctorants, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours? C'est-à-dire, avant cette thèse, qu'est-ce que vous avez fait? Une licence, une maîtrise, un DEA ou vous avez des choses plus extraordinaires à raconter qu'un parcours banal d'hispaniste? Voilà. Je pense que c'est peut-être pas tout à fait un parcours banaliste, comme vous l'avez suggéré, avec licence. Alors, bien sûr, licence d'abord, licence qui s'appelle d'ailleurs licence d'enseignement. Et là, c'est une licence que j'avais préparée à l'Université de la Sorbonne Nouvelle, Paris 3. Suite à cette licence, j'ai continué par une maîtrise appelée d'enseignement aussi, à l'époque, toujours à Paris 3. Voilà, donc je passe les concours, je réussis mon agrégation qui à l'époque, c'est-à-dire nous sommes en 1976, était externe, n'était qu'externe et c'était très bien aussi, mais bon, je comprends que ça a évolué avec l'agrégation interne également. Enfin, c'était une agrégation donc de l'université. Il y avait une université dans le titre, ce qui fait que dans le diplôme, le concours, pardon. Et donc là, donc je n'ai pas connu la suite du DEA. Non, j'ai enseigné d'abord comme agrégé dans un lycée de province à Compiègne. Et ma foi, j'y ai exercé donc à la fois une partie de
mes connaissances et de mon savoir pédagogique que j'ai acquis, c'est-à-dire en exerçant, en enseignant. Et il se trouve que je ne me voyais pas, même si j'y prenais un certain plaisir et si je sentais que c'était utile pour l'espagnol, enfin, je ne me voyais pas trop durer dans comment dirais-je, dans ce type d'enseignement et en lycée. Parce que ça remontait à ma maîtrise. J'avais fait mon mémoire de maîtrise sous la direction du professeur Pierre Jeunesse à Paris 3. Et donc, j'avais fait mon mémoire de maîtrise sur Cervantes, enfin, sur l'œuvre de Cervantes, le comique, exactement, voilà, intitulé Le comique dans l'œuvre de Cervantes, en dehors du Quichotte. Parce que le Quichotte, il avait fait travailler un autre étudiant, je me demande si ce n'était pas Jean Canavaggio, enfin, il avait fait travailler quelqu'un d'autre, et donc il restait tout le reste. Ce qui m'a permis d'avoir une connaissance de Cervantes, de son œuvre, parce que je n'étais pas non plus dispensé de connaître Don Quichotte. Donc, voilà, un peu la totalité de ce monstre de la littérature espagnole. Et alors, apparemment, je dis monstre parce que je me suis retrouvé après avec un deuxième monstre, qui est Lope de Vega. Alors, entre ces deux monstres, et du point de vue de la durée et du temps, j'enseigne, mais j'avais une dizaine d'années de professeur agrégé, bon, préparer le bac, faire tout ce qu'il fallait faire. Ça ne suffisait pas vraiment mon bonheur parce que j'étais frustré lorsque, par exemple, je m'efforçais d'enseigner aussi, mais c'était juste une page ou deux de Don Quichotte et je ne pouvais faire que cela. Et je ne sentais pas non plus un intérêt débordant d'enthousiasme dans mes lycéens. Donc, une grande frustration quand même. Donc, j'ai fait ce qu'il fallait, c'est-à-dire que je me suis décidé à préparer une thèse. Après, c'est vrai qu'à l'époque, il y avait soit la thèse pour le doctorat d'État, soit l'autre, troisième cycle. Alors, j'anticipe peut-être sur le déclencheur, le déclencheur de mon sujet de thèse. Bon, déjà, il y en a un dans ce que je viens de dire, c'était mon goût pour la littérature du siècle d'or et Cervantes en particulier. Je ne connaissais pas trop Lope de Vega, enfin, pas très bien en tout cas. Mais ça. Ensuite, je n'ai pas eu un parcours très banal, puisque je prépare ma thèse donc sous la direction du professeur Jean Coste. Et c'est mon directeur de thèse qui m'a, bellement orienté et fortement orienté sur le sujet que je viens de vous dire, parce que c'était un sujet qui lui tenait à cœur et qu'il voulait confier à un doctorant. Je ne veux pas, me jeter des fleurs, mais enfin, il voulait le confier à un doctorant qui le mérite. Il pensait que c'était un sujet qui demandait un certain nombre de capacités, mais voilà, il n'est pas le galvaudé en quelque sorte. Il se trouve que, je vous dirai tout, moi, sur notre rencontre entre moi et Jean Coste. Jean Coste, il se trouve que par un certain hasard, était comme pratiquement un voisin de mon beau-père, Norbert Dumas, directeur de police, renseignements généraux. Et il avait eu l'occasion, mon beau-père et Jean Coste, de se côtoyer, de se connaître, de se rencontrer, de s'apprécier. Alors, bien sûr, donc, au papa parle de son gendre qui voulait faire, voilà, c'est venu comme ça dans les conversations, il voulait faire une recherche. Du coup, il a voulu me connaître, voilà, on s'est rencontrés, il m'a connu, il m'a fait confiance. Et il m'a mis d'ailleurs à l'épreuve. Il ne m'a pas accepté comme ça tout de suite, uniquement par recommandation de mon beau-père. Ça serait trop. Non, ça serait pas bien. C'est pas ça. Il m'a fait, comment dirais-je, travailler pendant un an
Euh, voilà. Et lui prouver que j'avais donc toutes les, toutes les qualités pour venir à bout d'un tel sujet qui est quand même un peu vaste, on va dire, puisque c'est donc l'œuvre théâtrale de Lope de Vega. Bon, il ne s'agit pas de toute son œuvre. Là, je peux préciser davantage parce que voilà. Mais voilà, donc c'était cette façon de travailler et de déposer son sujet, auparavant mise à l'épreuve. Voilà, donc ça a été comme un rite d'initiation. Et donc je lui fournissais des chapitres de ma future thèse. Et avec son agrément, bon, voilà. Après on a concrétisé, je dépose mon sujet. Et ma foi, un doctorat d'État, c'est quand même d'habitude, enfin, une thèse, on sait que c'est substantiel. La mienne a approché les 1800 pages, 4 volumes, parce que le troisième, en fait, 3 volumes concernant vraiment le corps de la thèse. Le quatrième volume, ayant rassemblé toutes les notes, parce qu'il y en avait un certain nombre. Voilà, donc je crois que j'ai peut-être oublié quelque chose, mais ça s'est passé comme ça. Alors, si je rentre plus dans les détails de ma thèse, sa composition, enfin, d'abord, ce que je cherchais et comment j'ai travaillé. Oui, j'ai oublié de dire que j'essaie de mener tout ça avec ma vie familiale. J'étais un jeune papa à l'époque, ça m'a demandé quelques sacrifices parce que ma petite fille avait 4 ans à peu près et j'étais moins présent, enfin, tout en étant dans le même foyer, je n'étais pas assez disponible pour elle. Même pendant les vacances, j'ai travaillé, je me souviens, j'étais sur la Côte d'Azur, mais je travaillais dans un garage pour avoir un peu de fraîcheur. Donc, vous voyez, il y a des choses anecdotiques comme ça qui font que j'ai sué sans eau. Voilà, ça c'est pas passé comme ça, en toute facilité. Mais toujours avec acharnement, opiniâtreté, c'est peut-être quelques qualités que j'ai. Donc, à partir du moment où j'y allais, j'y allais. Et alors, ce sujet m'a finalement séduit, enfin, et la personnalité et l'œuvre surtout de Lope de Vega, que je connaissais très, très peu, très mal. Alors, bien entendu, il y a eu ce problème pour moi dès le début, mais puisque j'avais un directeur de thèse qui me faisait confiance, je me dis, bon, donc c'est que je peux y aller, c'est que c'est faisable. Mais c'est vrai que c'était un peu effrayant, hein, je dois dire. J'ai dû aussi vaincre cette espèce de peur, parce que je n'étais pas le premier à parler, à étudier Lope de Vega, ni son théâtre. Et là, c'était en plus ça un sujet un peu délicat, puisque les connaissances et les croyances, parfois c'est un peu subtil. Cela dit, ce n'est pas non plus une complexité extrême, mais cela demandait beaucoup de travail, beaucoup de lecture, et dans plusieurs domaines. Mais j'aime ça, donc je suis toujours comme ça, même si je n'ai plus une thèse à soutenir maintenant, mais je continue dans cet esprit-là. Enfin, un peu un goût pour l'encyclopédisme, disons. Même si c'est un peu prétentieux, mais c'est pas faux, complètement. Alors, je travaillais, donc d'abord, je lisais un maximum de comédias. En donnant la priorité aux comédias de capa y espada, comme on a pu les appeler maintenant, on les appelle autrement, mais peu importe les modes et puis les appellations qui peuvent varier. Donc, c'était des comédias, on va dire, de mœurs urbaines surtout, et enfin très riches dans ces domaines-là que je compte explorer. Alors, je n'ai pas lu que des comédias de ce genre, mais au total, j'en ai exploré, décortiqué, si j'ose dire, 184. Voilà. Donc, ce qui est déjà un nombre assez respectable. Mais bien sûr, je n'avais pas
ne pouvais pas tout faire, donc je n'avais pas trop de raison de m'intéresser au théâtre religieux. Hein. Donc c'est avant tout son théâtre profane et ce genre de pièces très, très vivantes où l'on voit des types, toutes sortes de types urbains, enfin, et donc des connaissances, des croyances, vraiment attire l'arigot, si j'ose dire. Voilà, donc répertorier tout cela, classer, et j'ai vu que c'était très riche dans, on va dire, 3 domaines qui vont donner donc mes 3 parties de thèse, ou mes 3, voilà, donc les 3 volumes. Donc. Les connaissances et croyances médicales. Lope de Vega n'était peut-être pas le seul de sa génération à s'intéresser à la médecine, mais je crois qu'il avait quand même un intérêt plus prononcé que d'autres, comment dirais-je, beaux esprits de son époque. En tout cas, pour moi, il y avait une réelle culture. Enfin, on peut peut-être minorer, mais pour moi, c'était une culture réelle. D'ailleurs, je crois que c'est un indice de son intérêt pour la médecine. Quelques jours avant sa mort, il était âgé, bien entendu, et assez âgé, aigri, atteint d'une certaine mélancolie très profonde. Et c'était une thèse en médecine d'un ami où il était allé, il était rentré tard, peut-être qu'il a pris froid, mais presque jusqu'au dernier moment, il a montré de l'intérêt pour le sujet. Donc, je ne crois pas que ce soit un vain mot. Alors voilà, donc une partie, connaissances et croyances médicales. La deuxième partie, alors c'est peut-être aussi mon propre intérêt qui est venu rencontrer la richesse des références, enfin des citations même, ou des titres d'œuvres, enfin de connaissances tout simplement philosophiques. Non, parce que je dis ça avec un certain sourire, parce que cela donne lieu, au cours de la soutenance avec Robert Jam, à certaines positions, mais comme vous savez, comme tout le monde sait, Robert Jam est grand spécialiste, il a fait sa thèse sur Góngora, et bon, c'était peut-être un jeu, mais enfin, je pense qu'il était sincère, et moi aussi, il pensait que j'en faisais trop, que je prêtais à Lope de Vega beaucoup plus de savoir philosophique, mais qu'en fait, c'était peut-être mon propre savoir philosophique que je projetais sur Lope de Vega. Bon, j'ai une façon de voir les choses. N'empêche que je n'inventais pas les références à Aristote, à Platon, Thomas, d'Aquin, etc. Voilà, donc une partie substantielle hein, sur les connaissances philosophiques. Et puis la troisième partie, qui était la plus volumineuse, hein, quantitativement, et bien c'était donc des connaissances et croyances diverses, on va dire. Il ne manque pas, à l'époque, bien sûr, il y a des croyances de notre ordre que médicales ou philosophiques. Voilà, pour résumer un peu la chose, et l'esprit et la chose. Et alors, dans tout ça, vous avez semé quelques curiosités. Donc, si vous voulez bien, je vais vous ramener un peu en arrière et vous poser 2-3 questions. Alors, vous avez dit au départ, j'ai commencé à travailler sur le Quichotte, que j'aimais beaucoup. Mais alors, est-ce que vous pouvez nous dire d'où vous vient ce goût pour le siècle d'or? Ouais, c'est vrai, ça peut paraître étrange. Enfin, étrange. Alors, c'est encore vraiment de l'histoire, je veux dire, familiale, enfin enfin, pas intime, mais bon, très personnelle. C'est vrai que je suis né à Oran. Et donc, à Oran, comme chacun sait, c'était une ville que pauvre Cervantes, qui était donc prisonnier, qui est dans les bagnes barbaresques, c'est une ville où il aurait bien aimé aller pour échapper donc, à au bagne d'Alger. Mais il n'a pas réussi. Donc il se faisait, enfin il fuyait, mais il se faisait reprendre.
Et puis, donc, à Oran même, bon, moi j'étais un gamin, hein, j'ai vécu 12 ans à Oran, mais ça a été suffisant pour, par exemple, assister à un spectacle son-lumière, dont je me souviens encore. C'était en haut de la montagne Santa Cruz, qui domine donc le port d'Oran et la ville. Et il y avait donc des ouvrages de fortification espagnols. Et dans un fort, bon, on avait évoqué Cervantes. Alors voilà, au moins j'ai entendu parler de Cervantes, puisque ce n'est pas à l'école primaire ou dans un embryon de sixième que j'ai pu faire, puisque avec les événements, mon lycée avait été occupé par l'armée. Je n'ai fait que 3 mois de sixième, ce qui ne m'a pas empêché de. Au contraire, ce qui m'a motivé pour faire une cinquième, on va dire normale, au lycée du Mont-d'Urville à Toulon, où nous étions réfugiés, on va dire, rapatriés, accueillis par des amis bretons. Voilà. Donc, tout ça pour la petite histoire, mais pour revenir à Cervantes, voilà, c'est là où j'ai entendu parler. Alors, est-ce que c'est suffisant? Je ne sais pas. Après, pardon, après, c'était au cours de mes études, notamment à Paris 3, mais je n'ai pas tout dit. J'ai aussi, parallèlement, j'étais donc hypocagneux, enfin élève de classe préparatoire au lycée Louis Grand. Et j'avais un professeur remarquable, je lui rends hommage par la même occasion, Henri Larose. Voilà, Henri Larose nous faisait faire des explications de texte, et c'est là, je crois que c'est peut-être en l'entendant qu'il m'a donné aussi le goût. Voilà, donc il y a plusieurs éléments, mais je crois que là, je me rapproche plus de la vérité, de la véritable, comment dirais-je, motivation. Enfin, voilà. Alors après, j'ai une deuxième question. Vous avez dit, et j'ai trouvé ça très intéressant, que Jean Coste vous avait confié ce sujet. Vous avez dit texto parce que ça lui tenait à cœur. Alors, de votre point de vue, alors à l'époque, est-ce qu'il vous a expliqué pourquoi? Et ou vous, est-ce que rétrospectivement, vous avez compris pourquoi ce sujet-là en particulier lui tenait à cœur? Alors, bon, ouais, c'est un peu gênant parce que parmi les enfants de Jean Coste, bon, j'ai eu l'occasion de connaître aussi sa fille, Monique. Il se trouve même, après c'est le hasard, hein. Monique, je ne la connaissais pas particulièrement à cette époque, hein, nous sommes dans les années 80, mais Monique Coste a l'occasion d'enseigner l'espagnol, justement, voilà, à Compiègne. Et donc, si je me trompe, et en tout cas, elle a été collègue aussi de mon épouse, qui est professeure d'espagnol, voilà, agrégée, bon, retraitée, évidemment. Bon, Monique, c'est plus jeune que nous. Et alors, pourquoi je la cite? C'est parce que c'est pour répondre directement et avec sincérité à cette question. Parce que, je suis un homme franc. Et Jean Coste m'avait confié, enfin, pas trop le dire, mais que ce sujet-là, c'est vrai que c'était un beau sujet, il aurait bien aimé le confier à sa propre fille. Bon, mais sa propre fille n'avait pas, à ce moment-là, ne poursuivait pas des études doctorales, et parfois, elle a très bien réussi, elle est toujours en cours de carrière, enfin, elle est dans l'inspection pédagogique en espagnol, et parfois, voilà, donc voilà comment on en est venu à ce sujet. Et moi, ça m'a donné une responsabilité encore plus grande de savoir que c'était un sujet qui n'était pas réservé, bien sûr, à moi, mais à sa propre fille. Donc, je ne voulais pas. Enfin, j'avais déjà des craintes avec ce genre de sujet, avec ce genre d'écrivain si prolifique.
Et en plus, ce côté affectif, je ne voulais pas trahir. Mais voilà. Donc, Bien sûr, je comprends très bien. Et alors, bon, pour nos jeunes générations, là, la thèse d'État, ça ne leur dit pas grand-chose. Alors, Jean Canavaggio, Bernard Darbord voilà. ont expliqué, mais je me rends compte rétrospectivement qu'on n'est jamais vraiment entré dans les détails. C'est-à-dire, bon, c'était très long, mais vous, par exemple, ça vous a pris combien de temps? Et qu'est-ce que vous valoriseriez dans ce système ancien par rapport à la thèse de maintenant, ou dévaloriser, ou par rapport au système de maintenant? Oui, alors, sans vouloir me vanter, hein, mais tout simplement pour dire les choses comme elles sont, c'est vrai que j'ai rédigé ma thèse avec une certaine rapidité. Mais enfin, c'est un peu en dehors de ce gros travail. Je suis, comment dirais-je, je rédige avec facilité. Même si c'est d'un niveau scientifique, j'ai une certaine facilité. Je suis par ailleurs écrivain, enfin, poète. Voilà, donc j'aime les mots, j'aime le langage, donc j'aime jouer avec les mots. Bon, là, pour une thèse, il ne s'agit pas de faire des jeux de mots, des calembours, mais c'est pour dire que j'essaie de courir un petit peu comme ça, un peu pas la totalité du champ, du langage, mais quand même un maximum. Voilà, un maximum de possibilités. Alors, il y a ça, parce que, effectivement, j'ai voulu aussi pour être dans les délais, pour pouvoir soutenir comme on avait prévu avec Jean Coste en septembre 1987, alors que mon sujet a été déposé en 1984. Mais j'avais travaillé un an auparavant, comme je vous l'ai dit, puisque c'est une mise à l'essai. Et donc, on peut calculer 4 ans officiellement, mais en fait plutôt 5 ans. Voilà, donc 5 ans. Pour un doctorat d'État, une thèse de 1800 pages pratiquement, je crois que je n'ai pas chômé et que je ne me suis pas prélassé dans les charmes du doctorat d'État, à qui on reprochait précisément enfin, ces thèses-là, qui prenaient un temps considérable, une dizaine d'années, hein, plutôt. Peut-être pas pour tout le monde, mais enfin, et même j'ai connu parfois un malheureux collègue qui n'avait même pas réussi à terminer parce qu'il était décédé avant, mais ça, c'est une maladie grave, évidemment, on peut toujours intervenir à tout âge et dans toute situation, hein, en toutes circonstances. Mais pour arriver dans ces délais de 1987 de soutenance, j'avais, parce que j'enseignais tout de même, j'enseignais en même temps, donc, et j'enseignais du mieux que je pouvais. C'est-à-dire, des corrections que j'avais à faire, je ne les bâclais pas pour autant, j'ai toujours fait mon travail très sérieusement. Mais pour la dernière année, j'ai opté pour, comment dirais-je, pour me mettre en disponibilité personnelle. Donc là, j'ai dû faire un sacrifice financier, mais ça m'a permis de terminer dans les délais fixés. Voilà, donc j'ai mis du mien aussi. Et mon épouse, puisque nous avons un jeune enfant à cette époque. Voilà, on a fait ce genre de sacrifice, mais parce que mon épouse comprenait fort bien l'enjeu et que c'était intéressant. Enfin, c'était bien de faire comme ça. Voilà, donc il faut aussi mettre le prix. Bon, voilà, alors donc c'était mieux, non, pas forcément, hein, mais si je comprends très bien qu'on ait changé de système, qu'on soit passé à un système, on va dire, une conception de la thèse plutôt anglo-saxonne, parce que là, c'était donc ce qui était recherché, c'était une certaine mobilité, donc des thèses qui ne durent pas, comme le doctorat d'État, enfin, donc des thèses qui ne durent pas excessivement longtemps. Mais c'est vrai que moi, après, de l'autre côté de la barrière, lorsque moi-même j'avais des études de doctorants, j'en ai connu qui ont laissé tomber, et là c'était la thèse actuelle, et qui certains mettaient au moins 5 ans,
voire, enfin, on va dire 5 ans, alors que je crois que ce n'est pas fait pour. Ça dure 5 ans comme la mienne, comme la mienne. Donc, voilà, donc je comprends que ce soit. Oui, théoriquement, c'est mieux, c'est mieux. C'est mieux, mais en même temps, c'est vrai que pour approfondir un sujet, évidemment, quand on a 5 ans, comme j'ai eu, je crois que au lieu de 3 ans, hein, si on peut soutenir une thèse en 3 ans, je crois que la moyenne c'est 4 ans, mais bon, normalement 3 ans, ça devrait être possible. Évidemment, 3 ans, 5 ans, c'est pas pareil. Bien sûr. Voilà. Et alors, en dehors des relations avec votre directeur de thèse, on voit bien que c'était, bon, en dehors du fait qu'il vous a donné un sujet, telle une figure paternelle vous avez été adoubé comme le fils Voilà. légitime pour faire ce travail. Alors, lui, vous pourrez nous raconter comment vous avez travaillé tous les deux, en dehors de cette année de probation. Oui. Mais sinon, vous nous direz s'il y a d'autres gens qui ont eu une influence importante dans le processus de conception, d'écriture de la thèse, en dehors de votre famille très compréhensive. Oui, donc, non, c'était en fait tout au long de ces années, c'était le même schéma. Moi, je produisais, j'avançais, et je soumettais. Alors, c'était aussi au même moment, parce que Jean Coste, bon, qui lui-même était en poste, en exercice, donc ne pouvait pas non plus lire, surtout ma prose abondante, et donc il ne pouvait pas me lire à n'importe quel moment. Autrement dit, c'était toujours rituellement là pour les vacances d'été où je fournissais, où je lui soumettais ma copie. Donc voilà comment ça fonctionnait. Et après, j'avais le feu vert pour voilà. S'il y avait des remarques, bien sûr, elles étaient les bienvenues et on en a fait un certain nombre. Et voilà comment j'ai travaillé jusqu'à la fin. Alors après, dans le processus, non, je ne vois personne personne d'autre d'interférer. C'est resté comme cela, vous voyez. Voilà, c'était, Balzac, lui, devait écrire des tas de romans pour gagner sa vie, pour payer ses nombreuses dettes, et moi, je devais écrire un certain nombre de pages et avoir l'aval de mon directeur de thèse, et c'est pas plus difficile que ça. Bon, et alors, en dehors de cette course contre le temps et puis les difficultés matérielles que ça a engagé en particulier que ça a supposé en particulier pour la dernière année, est-ce que vous voyez d'autres difficultés dont vous pourriez nous parler, alors qu'elles soient générales ou plus spécifiquement liées à votre sujet, et quelles sont les solutions qu'à l'époque vous avez trouvées pour les surmonter? Ouais. Là, j'ai un peu de mal à m'en souvenir, mais bon, parfois j'ai eu des difficultés, alors là c'est très, très ponctuel, mais d'ailleurs, comme ma soutenance de thèse, ça m'est revenu en boomerang. C'est vrai que j'essaie de tout ratisser, tout ce qu'il y avait comme connaissance médicale. Enfin, je prends cet exemple chez OP. Et je me disais, mais comment un esprit aussi ouvert ne serait-il pas au courant de cette théorie, enfin, de la réalité de la circulation, la grande circulation, la circulation du sang, puisque à l'époque, c'était donc Harvey qui avait découvert la chose et qui l'avait donc exposée. Et donc, ça me paraissait curieux de ne pas trouver. Et j'en suis resté là, d'ailleurs. Ça me paraissait bon, presque inadmissible. Alors, j'ai trouvé effectivement certaines allusions, mais dont j'ai peut-être forcé l'interprétation allant dans ce sens. Mais peut-être ne pouvait-il pas non plus citer Harvey, parce qu'il faut aussi tenir compte, j'ai oublié d'en parler au cours de ma soutenance de thèse, mais peut-être qu'Harvey était, bon,
y avait peut-être des auteurs aussi, enfin des savants, qui n'étaient peut-être pas non plus, on dirais-je, très bien considérés. Après tout, l'Inquisition était là, même si Lope de Vega lui-même avait été un familier de l'Inquisition. Ça lui est arrivé parfois de se faire censurer. Donc, je crois qu'Harvey, parce que c'est notre religion, je ne suis pas sûr que, même s'il connaissait, qu'il puisse le citer en tout cas. Voilà, donc ça c'était un genre de difficulté que j'ai pu avoir. Bon, j'ai pu en avoir d'autres probablement. C'était donc... non, mais non, la grosse difficulté, c'était le nombre de textes à lire. Il fallait quand même lire, comme il dit, c'est 3000 vers. Bon, je n'ai pas fait le compte, mais multiplié par 184, voilà, donc ça c'est vrai que c'était une difficulté puisque j'avais ma vie familiale, ma vie, et puis ma vie professionnelle en même temps. Je crois que c'est ça. Alors les solutions, ben, j'en ai déjà, j'ai dû travailler lorsque, en principe, on se repose et les solutions, c'est des solutions de moines bénédictins. Hein, quand on s'enferme dans un garage, c'était à Vence, exactement, je me souviens. Il y avait une belle piscine, mais j'y allais quand même, j'en profitais, mais à la tombée de la nuit, en quelque sorte, je travaillais tout le temps. Et quand il n'y avait personne, en même temps, c'était pour me détendre, parce que s'il y avait d'autres touristes ou d'autres estivants, ça ne m'aurait pas beaucoup détendu. Puis de toute façon, je ne pouvais pas faire comme ça. Il fallait que je travaille dans la journée. Parce que dans la nuit, je n'avais pas de lumière, je crois, dans le garage, alors je n'aurais pas pu travailler la nuit. Puis il fallait quand même que je m'arrête. Alors voilà, bon, la solution, c'est un travail acharné hein, pour arriver. Et puis, bon, je n'allais plus, par exemple, le cinéma, je ne savais plus ce que c'était en 4 ans, 5 ans. Je me privais de ce genre, bon, je ne suis pas devenu asocial, mais presque. Oui, alors avec la distance, ces 84 pièces, laquelle relisez-vous avec le plus de plaisir? C'est vrai qu'il y en a quand même quelques-unes qui valent la peine d'être lues, relues. Et bon, mais là, c'est peut-être une anticipation de ma part, mais je continue de les lire, d'en relire, voire d'en lire d'autres que je n'ai pas utilisés pour ma thèse, pour rédiger des articles. Ça, c'est donc ma vie de professeur émérite. Voilà. Oui, alors, j'ai aussi, tant que j'ai pu, utiliser mon savoir lopesque et théâtral au cours de colloques ou de congrès internationaux. La dernière fois, je me suis produit sur une pièce de Lope de Vega, c'était sur le El Piadoso Veneziano. El Piadoso Veneziano, ce n'était pas une comédia que j'avais utilisée pour ma propre thèse. Donc voilà, donc finalement, ma vie seconde, peut-être moins flamboyante, sans doute, que celle que j'ai connue auparavant, va dans les choix très, très précis. Puis là, ce sont mes propres choix, n'est-ce pas, sans aucune contrainte, pour le plaisir, si j'ose dire. Et ça j'apprécie. Et donc, cette dernière occasion de parler d'une pièce de l'opéra, de la lire, de la connaître et d'en parler, c'était à Venise même. Donc, congrès international de l'Association internationale Siglo de Oro, où j'ai eu ce plaisir-là. Venise, qui est une ville qui plaît à tellement de monde, donc, y compris votre serviteur. D'ailleurs, je prépare un petit ouvrage sur Venise, en français, puisque je suis un peu écrivain sur les bords. Donc, voilà, donc je continue. Et une pièce que j'aime, oui, effectivement, parmi celles que j'aime le plus, El Caballero de Olmedo me plaît beaucoup. Bon, je peux en citer d'autres, mais
Il y a celles que j'ai éditées moi-même. Bon, celles-là, c'est vrai que maintenant je les relis moins puisque je les ai éditées. Alors, je les ai lues et relues tant et plus, alors je passe à d'autres. Mais d'ailleurs, j'ai une suggestion de mon directeur de thèse. Après avoir connu cette délivrance, hein, qui est une soutenance de thèse, parce que surtout quand le bébé est gros et bien joufflu, ma foi, d'abord, et ça rejoint peut-être des conseils à donner aux doctorants actuels, c'était de passer, pas forcément de rester sur Lope de Vega, mais donc, une édition critique, c'est un genre très délicat, très spécial. D'ailleurs, je vois que beaucoup de mes collègues ne se livrent pas à cet exercice facilement. On n'est pas si nombreux que ça à faire des éditions critiques dans l'hispanisme. Et moi, j'en ai fait 3. Et là, j'arrête. Je pourrais peut-être en faire une 4e, mais j'ai décidé 3, ça me plaît, c'est un bon nombre. Et Jean-Cos m'avait suggéré effectivement de m'intéresser à Luis Quiñones de Benavente. Et c'était dans l'idée que, bon, on soutient une thèse, on a une thèse, on est docteur, on est reconnu donc pour un certain savoir, dans un domaine précis, sur un auteur précis. Mais dans on dirais-je, si on envisage donc une carrière et puis puisque c'est un concours, donc bon, si on est maître de conférence, et si on veut aller plus loin, déjà pour arriver à être maître de conférence, bon, il vaut mieux diversifier donc ses recherches, ses travaux, et voilà. Et donc c'est dans cet esprit que j'avais fait une édition critique d'un choix, hein, parce que là aussi, d'ailleurs l'idée est venue à certains mois de Jean-Cos parce que c'était un bon ami de Lope de Vega, Luis Quiñones de Benavente. Parce qu'il avait quand même un certain nombre d'amis, et il avait aussi pas mal d'ennemis, dont Góngora. Et ce Luis Quiñones de Benavente, on pourrait l'appeler, on peut l'appeler le Lope de Vega de l'Entremes, parce que vraiment, c'est un maître du genre. Et donc là aussi, donc une œuvre prolifique. Bon, ma foi, je sortais déjà de celle de Lope de Vega, ça n'allait pas me terroriser de m'attaquer à Luis Quiñones de Benavente. Mais bon, je ne pouvais pas faire le travail qu'a fait Luis Antonio Madronial, que je connais, qui me connaît, et qui lui a publié l'intégralité des Entremeses de Benavente, de Benavente, qui sont très nombreux, des centaines. Alors, moi, j'avais fait un choix d'Entremeses et j'avais proposé donc aux éditions Cathédra, et c'est là où j'ai publié donc une sélection, enfin 10 Entremeses de Benavente. Et c'est simplement, j'ai apporté, donc je n'étais pas le premier quignoniste, bien entendu. J'étais précédé par Anna Bergman, qui est très, enfin, la pionnière, on va dire, dans le genre, faire une étude systématique de Tremeses. Mais cela dit, plus modestement, ce que j'ai pu apporter avec cette édition de Cathédra Letras Hispánicas numéro 333, hein, j'aime bien les 3, n'est-ce pas? Voilà, c'est pas moi qui ai choisi, mais je crois être le premier à avoir fait une édition critique avec autant de notes. Il faut dire que j'étais donc rompu à l'exercice avec, d'ailleurs, je ne peux pas le voir, mon 4e, voilà, vous voyez, avec 4 astérisques, hein, c'est mon volume de notes. Ça fait quand même, je ne sais plus combien de pages, plus de 250 pages. Donc, pour Benavente, j'ai continué un peu dans cet esprit et j'ai noté, mais c'est parce qu'il y avait énormément de choses à dire. Parce qu'on a beau être l'espagnol, on ne connaît pas le pourquoi de tel nom de rue à Madrid, par exemple.
Et par exemple, je cite un nom un peu au hasard, qui est dans un trimestre de Benavente, la rue de Calle de la Abada. Et Benavente était capable de faire un trimestre qu'il appelle las calles de Madrid, uniquement avec des noms de rue. C'est prodigieux. Et la Abada, bon, bien voilà, donc du coup, j'ai dû avoir une connaissance de la topographie madrilène et de la toponymie de ces rues. J'ai passé de bons moments aussi. Et voilà, pour diversifier. Voilà, donc je crois que c'était un bon conseil que m'avait donné Jean Post, que je donnerai à mon tour. Alors, je pourrais en donner d'autres, hein, sans me les demander, je pourrais peut-être donner d'autres. Oui, si vous voulez, après, Plus tard. Non, mais sinon, allez-y, vous pouvez continuer. L'ordre dans lequel on fait les choses n'est pas très important. Oui, alors, donc ça, c'est. Oui, ça a son intérêt. Maintenant, ce qui me paraît aussi important, c'est de s'investir dans une équipe, un centre de recherche, et d'être donc à ce moment-là, c'est-à-dire dynamique, productif. J'ai un peu souffert de cela parce que le centre de recherche, j'ai plutôt contribué à le créer. Il n'existait pas quand j'étais professeur à Amiens. D'ailleurs, pour la petite histoire, je suis le deuxième professeur de l'université d'Amiens. J'ai succédé à François Delprat. François Delprat, que j'avais connu, qui avait été un de mes collègues quand j'étais maître de conférence à Paris 10 Nanterre. Et donc, j'étais content d'être professeur d'université. Sinon, je serais resté à Paris 10, où j'étais très bien, maître de conférence. Mais j'ai croisé sur ma route Jean Canavaggio, qui lui était quelque part en province et qui a voulu légitimement venir dans une université parisienne. Et à ce moment-là, le petit Andrés Christian, petit maître de conférence Andrés Christian, il s'est vu un peu, comment dirais-je, obligé de prendre son bâton de pèlerin et de partir. Mais c'est drôle parce que j'ai fait un peu comme François Delprat, qui est allé en province et à Amiens, et voilà, j'ai suivi sa route. Alors, un autre conseil, ça c'est vrai que c'est peut-être le plus important, c'est que la thèse, qui a été donc, bien entendu, soutenue avec un certain succès, qui a été donc apprécié par le jury, à ce moment-là, je crois qu'on a toute qualité pour, et tout l'encouragement possible pour que la thèse soit éditée. Moi, je souffre encore à l'heure actuelle de cela, de ce manque de visibilité de ma thèse, qui pourtant n'est pour rien. Mais si on regarde des éditeurs, j'ai vite rencontré ce problème de la quantité. C'est vrai qu'avec un éditeur, ça se situe autrement. Là, c'est donc j'avais essayé de la réduire, mais c'était une mutilation, c'était épouvantable. Je n'aurais jamais réussi à ramener 1800 pages à 300 pages environ. 300, une plus grosse thèse aujourd'hui, publiée, peut-être plus que ça, mais bon, 400 pages. Non, c'était insupportable. Pardon, physiquement, c'était déjà, intellectuellement, c'était pas possible. Et bon, je me console en me disant qu'au moins elle existe de cette manière-là. Elle a été reproduite en micro, sur microfiche, et on peut l'écrire. Bon, elle existe dans les bibliothèques nationales et dans toutes les universités. On peut toujours se procurer un exemplaire papier. Bien. Mais c'est vrai que ça, c'est important.
parce qu'à mon tour, j'ai eu quelques thèses à Amiens. Une de mes doctorantes, la première chose qu'elle a faite, c'était publier sa thèse. Elle, c'était une thèse, et c'était moi qui lui avais trouvé ce sujet. Hein. Ça dit, c'était pas du tout ma fille, mais bon, comme par hasard, ça suit sur le père d'ailleurs. Et, et c'était le personnage du père dans l'œuvre théâtrale de Tirso de Molina. C'était un beau sujet aussi. Et alors, cette personne a tout de suite, enfin le plus vite possible, a publié sa thèse. Et je pense que ça rend de grands services. Tandis que moi, à l'époque, c'est vrai que j'ai fait connaître ma thèse, j'ai envoyé des microfiches, c'était à Francisco Rico, par exemple, à Diez Borque, qui est un grand connaisseur du théâtre aussi. Donc, des collègues, d'éminents collègues espagnols, je leur ai envoyé ma thèse sous forme de microfiches. Voilà, ça reste un regret, un remords, mais bon, c'est-à-dire on peut vivre quand même avec. Et voilà, bon, pour l'instant, ce que je peux dire. Et alors, revenons à la soutenance. Donc, tout à l'heure, au début de cet entretien, vous nous avez donné la composition du jury. Et est-ce que vous en gardez est-ce que c'est un souvenir flou ou est-ce que vous avez un souvenir précis ou alors des flashs comme ça de choses qui vous reviennent quand vous pensez à ce jour-là? Oui, il y a beaucoup de choses à dire que je ne peux pas oublier, mais il y en a même une qui est plus ou moins, je ne sais pas si c'est correct, c'est pas très correct peut-être de lire, je ne sais pas si je vais le lire parce que mon président de jury, enfin, Maxime Chevalier, est décédé. Et bon, ça m'avait, enfin, bien sûr, il y avait un peu de public qui assistait à la soutenance, et ça nous avait amusé, enfin, c'était drôle. Je ne sais plus comment il avait placé un proverbe, puisque lui, les proverbes, il connaissait ça bien, il connaissait ça bien, et donc j'avais aussi l'occasion de m'intéresser à des proverbes, mais donc dans les connaissances folkloriques. Et puis, je ne sais plus comment il avait réussi à placer ça, parce que c'est pas facile. Por debajo de la cintura no hay mujer vieja. Alors voilà, ça c'est une anecdote, on va dire, coquine, mais néanmoins, ça existe, ça existait. Non, sinon j'ai des souvenirs moins drôles, notamment avec, c'était le président de l'université, Paul Larivaille. C'est vrai qu'il m'a quand même fait sentir que j'aurais dû ouvrir. Je n'ai eu affaire qu'à Jean Coste pour ma thèse, mais c'est vrai que pour la partie, enfin, mais comment dirais-je, des connaissances et des croyances qui renvoyaient à la culture italienne, j'aurais dû, et je ne sais pas pourquoi, peut-être que je n'ai pas osé tout simplement, parce que le président de l'université, je n'osais pas le déranger, mais je me suis ouvert à personne. Et après, Paul Larivaille me l'avait en quelque sorte reproché, parce que, notamment, ce que je disais de Baltasar Castiglione, pour son Cortelliano, il m'aurait donné d'autres éléments, il m'aurait bien aiguillé, ne serait-ce que pour pour la biographie, faire des lectures plus récentes, plus pertinentes. Voilà, donc ça c'est un souvenir. J'étais pas très à l'aise au cours de la soutenance quand le professeur Paul Larivaille a pris la parole et qu'il a fait état de ce que je suis en train de dire. J'ai le souvenir de ça. Cela dit, au cours, mais comme quoi à quelque chose malheur est bon, et j'ai dit in Cortegiano, donc cet ouvrage fameux, j'ai retenu ses suggestions, parmi elles, une, et je suis revenu, alors par premier article important, que j'ai publié donc dans le bulletin hispanique,
un peu de temps après. Je l'ai d'ailleurs, voilà, je ne sais pas si on voit, c'est voilà, le tome 91, là. Ouais, peu de temps après, de 1989, hein, juillet-décembre 1989, numéro 2. Et c'est vrai que la revue était, cette prestigieuse revue était dirigée par Maxime Chevalier, qui avait été mon président. Donc, je m'étais permis de proposer pour publication un article. Je suis en train de... Alors, où est-il? Voilà. Intitulé ainsi La nature de la femme, Aristote, Thomas d'Aquin et l'influence du cortesano dans la Commedia lopesque. Et cela, cet article-là, je le dois justement à Paul Larivaille, qui m'en avait donné l'idée. Voilà, c'est dommage que ce soit après, mais bon, ça a quand même été utile. Voilà. Et est-ce que c'est vous avez comment la soutenance d'habilitation à diriger des recherches, est-ce que vous en avez un souvenir différent? Est-ce que ça représentait la même chose ou est-ce que c'était simplement une formalité? Enfin... Bien. Alors là, je dois dire que je n'ai pas eu cette expérience. J'ai eu celle du président d'un jury d'application, même de plusieurs fois. J'ai eu cette expérience de l'application de la recherche, mais moi, mon parcours, on était en 87, hein, donc ma thèse. Ensuite, donc j'ai été, voilà, je suis passé donc au statut d'un maître de conférence, après avoir été chargé de cours un bref instant à Nanterre. Et donc, je suis maître de conférence, mais parce que j'avais ce doctorat d'État, j'ai pu postuler voilà, directement pour professeur d'université. Mais j'ai eu l'expérience à travers mes collègues qui préparaient leur habilitation. Il m'est arrivé d'être sollicité, par exemple, à l'Université de Paris, de Lyon 2, Lumière. J'ai même été président d'un jury. C'était une habilitation à partir de travaux sur Quevedo. Voilà, j'avais été invité pour en faire partie. Ça m'est arrivé de connaître, mais pas pour moi-même. Oui, bien sûr. La thèse d'État, ça dispensait évidemment. Alors, pour ce qui est du lien entre la thèse et vos recherches ultérieures, quand vous étiez encore en activité, et maintenant que vous avez votre deuxième vie de chercheur, on voit bien, est-ce que vous pouvez nous parler maintenant du lien entre cette thèse et vos enseignements? C'est-à-dire, dans quelle mesure est-ce que ça les a nourris et le cas échéant, de quelle manière? Les enseignements, donc là, on est après ma retraite. Oui, je pense que je devais y avoir, pas un souvenir maintenant précis, mais j'essayais de faire passer à travers des cours magistraux un certain nombre de connaissances. Je pouvais élargir même par rapport à l'intitulé d'un cours. Oui, c'était c'était à dose plus ou moins homéopathique, parce que j'ai souvent, j'étais responsable de la préparation du CAPES. Et là, bon, il y a un programme, alors on est tenu par le programme, et ma foi, si on a forcément, il y a d'autres œuvres et d'autres auteurs que le Péléga. Alors, mais quand je le pouvais, effectivement, notamment plutôt au niveau où j'intervenais, c'est-à-dire licence. Donc moi j'ai connu la maîtrise, je l'avais donc mise sur pied. J'en avais été la cheville ouvrière à Amiens, parce que c'était un département qui était peu étoffé. Donc voilà, principale ma mission, c'est de développer au maximum jusqu'aux études doctorales. Et c'est ce que j'ai essayé de faire et ce que j'ai fait. Et oui, donc en licence, toute liberté de choisir. Donc voilà, j'ai parlé tout à l'heure de Cabello Dolmedo, je pouvais la mettre au programme.
faire un cours intitulé, bon, par exemple, l'amour et l'honneur, la Comédia Lopesca, et voilà, me servir de mes travaux antérieurs et voir de mes travaux toujours en cours pour mes divers articles ou mes diverses prestations dans les colloques et congrès. Voilà, En fait, c'était. je vais un petit peu préciser ma question. En fait, c'est que je suis toujours intéressée j'aime bien savoir comment est-ce que mes collègues qui travaillent sur des époques anciennes amènent les jeunes étudiants vers ces textes où il y a, bon, disons les choses, une barrière de la langue, en tout cas une difficulté de la langue, et puis des mentalités qui sont différentes. Donc vous, quelle était votre stratégie pour rendre palpables, tangibles ces choses d'une autre époque? Oui, oui, c'est vrai que ce n'est pas facile. Je sentais bien qu'en même temps, les autres collègues, enfin ceux qui intervenaient dans d'autres domaines, notamment, je ne sais pas trop, en littérature espagnole moderne, c'était plutôt dans le domaine américain. Là, il y avait quand même une très forte concurrence, on va dire, les collègues chargés, surtout à partir du moment où bon, j'étais longtemps professeur le seul. Alors là, tout allait très bien. J'avais beaucoup d'étudiants qui s'intéressaient, qui se passionnaient pour le siècle d'or. Et puis après, quand moi-même, j'ai contribué à recruter un deuxième professeur, ça a été un professeur pour littérature, civilisation sud-américaine. Et à partir de ce moment-là, bon, peut-être aussi parce que j'avais une collègue qui était d'un dynamisme à tout craint, mais qui employait peut-être aussi des moyens que je n'aurais jamais employés. Bon, peu importe, je ne peux pas en dire trop, mais enfin, elle ratissait large, on dirait, et j'avais donc des étudiants qui étaient débauchés en quelque sorte. Oui, mais donc c'était difficile, hein, c'est difficile, et surtout à partir du moment où je me retrouvais, enfin, les étudiants entendaient parler de romans, d'une époque bien sûr bien plus proche que la leur, et ils étaient plutôt portés. Alors moi, qu'est-ce que je pouvais faire contre cela, enfin, face à cela, c'était tout simplement essayer d'amenuiser les difficultés de la langue. Donc déjà, à commencer par là, partir du principe qu'au siècle d'or, 16e et 17e siècle, eh bien, c'était les mêmes problèmes qu'en l'an 2000, qu'en 2021. C'était toujours les comédias qui parlent d'amour et d'honneur. Bon, enfin, peut-être que l'honneur est moins sensible aujourd'hui, mais enfin, l'amour n'a toujours pas disparu des radars, à ma connaissance. Et donc, pour dire, voilà, c'était des femmes comme vous, des jeunes femmes, et j'allais dans ce sens-là de rendre le plus actuel possible. Mais il y en a qui jouaient le jeu, il y en a qui comprenaient hein, que c'était, parfois ça valait la peine de voir les choses comme ça. Et oui, donc voilà, c'est tout ce que je pouvais faire. Non, mais tout à l'heure, j'ai fait une allusion à des pratiques. C'est vrai que, alors sans citer de nom, bien entendu, je ne suis pas là pour. Je ne suis pas un inquisiteur, mais c'est vrai que j'ai mal vécu tout ça parce que j'avais donc déjà le chant, ce chant romanesque qui est prodigieux, hein, avec les auteurs comme Clesson, hein, moi-même, que j'ai pratiqué aussi, et qui sont formidables. Enfin, Cortázar, Gabriel Marquez. Bon. Bon, est-ce que, alors vous avez dit que vous avez le regret de ne jamais avoir publié votre thèse, même si, bon, vous pouvez parfaitement la mettre en ligne aujourd'hui sur n'importe quelle plateforme, et là, ça ne poserait pas de problème que ça fasse 1800 pages, avec des tonnes de notes. Mais est-ce que vous l'avez relu
Et le cas échéant, est-ce que vous avez été satisfait en vous disant, bah, écoute, c'était pas si mal, et est-ce que parfois il y a eu des passages où vous avez un peu souri devant la naïveté du jeune chercheur que vous étiez à l'époque? Oui, effectivement, ça m'est arrivé. Donc, j'ai éprouvé ces deux sentiments. À la fois, ça m'est arrivé effectivement d'être satisfait en relisant, lorsque je cherchais à réduire, ou à d'autres moments, lorsque même encore aujourd'hui, enfin, je veux dire aujourd'hui, très récemment, enfin, si j'écris un article sur une comédia que j'ai utilisée il y a quelques années, là, une trentaine d'années, j'ai toujours la tentation d'aller voir ce que j'ai écrit. Donc c'est pas fini, je continue. Mais c'est vrai qu'il y a des parties, et il y a un certain nombre de choses. Et je rejoins aussi ce que je disais avant de la soutenance. Et forcément, il y a une trentaine d'années, donc moi-même, déjà, j'avais pas toujours utilisé à l'époque, dans les années 80, la meilleure bibliographie possible, surtout dans le domaine que j'ai cité, là, de la littérature italienne. Et donc, voilà, ça reste. Je me dis, si je devais à nouveau reprendre ce sujet, je n'agirais pas de la même manière. Automatiquement, je prendrai soin de lire et d'utiliser ce qu'il y a de plus pertinent et de plus récent. Voilà, donc ça, il y a ce sentiment-là. Et puis parfois, il y a d'autres pages. Je ne trouve pas qu'on ait fait mieux aujourd'hui, et même on n'a pas encore forcément écrit sur ce que j'avais trouvé à l'époque. Parce que non, je ne crois pas que les ouvrages sur les connaissances philosophiques de Lope de Vega pour les rues, entre autres, et même sur les croyances. Hein. Il y a eu, on a beaucoup écrit, et on continue toujours de beaucoup écrire, mais il reste encore quelques champs. Mais enfin, il faut bien en laisser aussi aux autres. Je ne vais pas prendre un malin plaisir à attirer à nouveau. Bon, je crois qu'il y a du travail pour des jeunes lopistes, là, ça ne manque pas. Hein. J'assistais, par exemple, c'était un congrès en 2000, de mémoire, je ne sais plus, 2016, non, peut-être un peu avant, à Venise. Il y avait, j'étais étonné par la jeunesse de ces chercheurs, voire chercheuses, beaucoup plus de filles d'ailleurs que de garçons. C'est Lope de Vega, ça a été toujours un séducteur, ben voilà, il continue. Hein. Même, voilà. Et alors, votre thèse, les livres, les volumes papier, où sont-ils chez vous? Est-ce qu'ils servent de cale-pied pour votre canapé derrière vous? Ou est-ce qu'ils trônent en bonne place dans la bibliothèque, à la cave, au grenier? Où sont-ils? Alors, disons que, par exemple, ma thèse, sa forme, celle que j'ai utilisée pour la soutenance de thèse, je l'ai rendue invisible, elle est avec d'autres exemplaires. Forcément, c'est un format A4, hein, c'est très lourd, il y en a pour 9 kilos. Alors, je me souviens d'un des membres du jury qui se plaignait auprès de mon directeur de thèse, parce que le fait qu'il aille chercher à la poste, et puis quand il s'est retrouvé avec un colis de 9 kilos, il a trouvé que c'était beaucoup. Et donc, moi, ces exemplaires-là, et il m'en reste un ou deux exemplaires comme ça, donc 8 tomes, ça fait presque 20 kilos. Alors, j'ai ça dans une malle. Bon, c'est pas la malle dont il est question dans Don Quichotte, mais c'est une malle où il y a au moins, je ne sais pas si c'est enfin, bon, ça reste donc très modeste. Alors, par contre, dans l'exemplaire que je vous ai montré, celui-ci,
sous cette forme, ça c'est beaucoup plus, enfin c'est moins lourd. Hein. Donc, là, alors il n'est pas non plus, il trompe pas non plus. Enfin, il est dans une de mes bibliothèques. Voilà, il est visible en tout cas de moi, et c'est surtout qu'il me sert encore pour mes articles, pour comparer ce que je pouvais dire, ce que j'avais pu dire, mais j'ai forcément d'autres problématiques maintenant. Alors, je ne fais pas toujours non plus toujours recours à ce que j'ai pu écrire, puisqu'il y a des pièces aussi sur lesquelles je travaille, où j'ai travaillé, que je n'avais pas lues. Ça dépend des thèmes que j'explore encore. Par exemple, je ne m'étais pas intéressé à la guerre, au thème de la violence et de la guerre, dans le théâtre l'OP, et je suis en train de chercher. Voilà. Et ça, c'est donc dans ma deuxième vie, si j'ose dire, de chercheur, de professeur émérite. Là, ça fait. Bon, j'étais en activité, j'étais déjà dans cette revue, oui, Théâtre du Monde. J'arrive pas à bien orienter, voilà. Et pour ce thème-là, bon, le Théâtre du Monde, c'est la revue d'un centre de recherche qui s'appelle l'Association Recherche internationale sur les arts du spectacle, donc de l'Université d'Avignon. Et ça fait longtemps que je suis au comité de lecture et au comité de rédaction de cette bonne revue. Et bien sûr, ce n'est pas une revue hispaniste, puisqu'il s'agit de théâtres internationaux. Et Théâtre du Monde, d'ailleurs, avec en exergue, le monde entier est un théâtre, puisque le fondateur de cette revue, c'est un ami maintenant, Maurice Abitboul, lui est un shakespearien. Et ma foi, et alors on aime bien, enfin, moi j'aime bien être dans cette revue où lui il parle de Shakespeare et moi je parle de Lope de Vega, principalement. Et donc j'ai eu l'occasion, Le Beau et la Fureur au théâtre, Haine, violence et guerre. Je recherche ce que j'ai écrit, je ne sais plus le titre exact, où suis-je, voilà. Donc, moi, c'est tout simplement La guerre et la haine dans quelques comédias de Lope de Vega. Alors, il faudrait peut-être que de quelles comédias il s'agit, ça serait plus précis. Alors, c'est vrai que voilà, c'était quelques comédias que je n'avais pas utilisées parce que ça ne s'y prêtait pas. L'Assalto de Maastricht pour El Principe de Parma. Celle-là, toujours avec beaucoup de notes. J'ai une deuxième, la Santa Liga. Alors là, ça s'intéresse à la bataille de Lépante. Hein. Et puis, une troisième comédie, la Nueva Victoria de Don Gonzalo de Córdoba. Alors, c'était des comédias que je ne connaissais pas. Alors, voilà, donc je continue aussi à lire, à m'instruire, puisqu'on n'a jamais fini. On peut l'espérer en tout cas, qu'on ne se lasse jamais et qu'il y a toujours le feu de la curiosité intellectuelle qui brûle. Ouais. Alors, est-ce que vous pouvez nous lire la première phrase de votre thèse et nous en faire un commentaire, s'il vous plaît? Alors, oui, voilà. Bon, ben, plutôt que l'introduction, petite fantaisie de ma part, je ne sais pas. Donc, dans ce premier tome, donc, chapitre premier, dans connaissances, alors là, c'est les connaissances et croyances médicales, et chapitre premier, connaissances et croyances médicales, chez Lope de Vega, les connaissances physiques. Alors, c'est sûr que c'était très, très subdivisé, ma thèse. Donc, les connaissances physiques, là, c'était le A1, l'anatomie humaine, et puis il y avait un 1.1.1, le contexte scientifique à l'époque de Lope de Vega. Donc, c'était beaucoup de subdivisions. Avant d'envisager les traces d'un savoir anatomique dans les comédias de Lope, il convient d'esquisser la situation historique dans ce domaine au XVIe siècle. Les études anatomiques d'après le cadavre humain remontent déjà au début du XIVe siècle, mais ce qui va être nouveau à la Renaissance,
c'est l'esprit dans lequel vont être faites les dissections anatomiques. La recherche, le désir de la découverte vont l'emporter sur la simple constatation d'un savoir hérité d'un Galien ou d'un Mondino. Rappelons que le traité de Galien, qui fit autorité en la matière durant de longs siècles, fut son De Usu Partium. Quant à Mondino dei Luzzi, il pratique la dissection sur de nombreux cadavres humains dès 1315 et fut l'auteur du premier manuel d'anatomie digne de ce nom, Anatome Omnium Humani Corporis Interiorum Membrorum, 1316. Cet ouvrage, imprimé d'abord à Pavie en 1478, connut un grand succès et une preuve en est son maintien au programme de l'enseignement médical à Padoue jusqu'en 1650 au moins. Mais le père, entre guillemets, si l'on peut dire, de l'anatomie moderne, celui qui accomplit une véritable révolution, fut sans nul doute le bruxellois André Vézal, 1514-1564. Nous renvoyons le lecteur soucieux de trouver un exposé très documenté et clair de l'œuvre vésalienne éminente qu'est son De Humani Corporis Fabrica Libris Septem, Bâle 1543, à l'excellente synthèse de Pedro Lain-Entrago, qui se trouve dans le tome 2 de Historia, alors là je passe du latin à l'espagnol, Historia de la Medicina. Voilà, je ne veux peut-être pas abuser. Et alors, bon, ça, c'était pour le 1-1 du A du grand 1. Moi, j'adore aussi les subdivisions, ça m'amuse beaucoup qu'on fragmente son raisonnement comme ça. Et on voit bien bon, l'énormité de l'érudition dont vous avez eu besoin pour caler les connaissances de l'OP, pour qu'on en prenne la mesure, etc. Et j'aimerais bien quand même, parce que ça traduirait davantage le chercheur que vous êtes, que vous nous disiez la première phrase de l'introduction. Comment avez-vous attaqué cette affaire? Oui, là, c'était pour montrer un petit peu le côté, côté un peu pointu, parce que je n'ai pas fait d'études de médecine, mais avec l'OP de Vega, j'ai appris beaucoup de choses. Alors, où est-elle cette première phrase? Alors, j'ai un avant-proposé. Ça, l'introduction. Alors, je cite, c'est une pratique que j'avais adoptée là et que je continue d'avoir. Je ne suis pas capable de faire un article sans avoir une citation d'exergue. Bon. Enfin, c'est un Nevis. Donc, el teatro de Lope de Vega es una prueba del más extenso y sólido saber. Bon, je croyais qu'elle était judicieuse, cette phrase. Ça, c'est Don Antonio Gil de Zárate. Alors, dans l'introduction de son ouvrage, The Dramatic Art of Lope de Vega, Rudolf Schewil met en avant deux aspects qui, à 70 ans de distance, n'ont pas manqué de nous concerner dès le début de notre démarche. L'opinion largement répandue selon laquelle il est humainement impossible d'arriver à comprendre de manière totalement satisfaisante la production dramatique de Lope de Vega, eu égard à son énormité même, et en corollaire, la force répulsive qu'exercerait alors une des causes principales de la renommée de Lope de Vega, sa fécondité hors de pair. He frightens students away. Je traduisais, puisque en principe c'est en français. Il effraie et éloigne de lui les étudiants, nous dit-il. Peut-être une deuxième paragraphe. Nous ajouterons deux autres raisons, pour le moins d'être effrayés, entre guillemets, et que nous avons tâché de surmonter dans la mesure du possible l'abondante littérature critique qui, au fil des siècles, s'est considérablement amoncelée et la nature même de notre propre recherche consacrée à l'évaluation d'un certain savoir dans le théâtre de Lope de Vega, tout en tenant compte précisément du fait théâtral lui-même. Bon, je m'arrête là si vous voulez bien, mais c'est vrai que, voilà, quand je disais 1-1-1, il fallait donc attendre un autre chapitre, et j'ai fait cela tout au long de ma thèse, c'est-à-dire pour les trois parties. Après, il y avait l'exploitation théâtrale. Enfin, que faisait Lope de Vega de ses connaissances et croyances dans ses pièces? Comment il les utilisait, et souvent avec beaucoup d'esprit, d'ingéniosité. Voilà, donc ça aussi, c'était du théâtre, il fallait bien, et tenir compte de l'oralité aussi, donc des mentalités. Ça, c'est un point très important que j'ai oublié de développer. Pour moi, ce qui a été aussi
un apprentissage que j'essaye de développer tout le temps. Et ça va beaucoup plus loin encore que le siècle d'or. C'est-à-dire que je pense que ça m'aide aussi à comprendre mon époque. Pourtant, il y a d'énormes différences. Mais comme je me suis intéressé, alors, bien sûr, à la mentalité de Lope de Vega, mais plus avant, puisqu'il s'agit de son théâtre, donc de ce qu'il faisait passer auprès de plusieurs publics, public populaire, public aristocratique. Donc, j'étais amené à mettre tout cela en perspective et à tâcher de comprendre quelles étaient les mentalités de l'époque et les cultures et les savoirs. Et donc, l'oralité, évidemment, était très importante. Et l'oralité, la culture orale, n'était pas l'apanage du peuple. Lorsqu'on était noble, on pouvait aussi baigner, enfin, connaître cette culture orale et la pratiquer. Et au théâtre, c'est ce qui peut expliquer que lorsque Lope de Vega avait recours à ses connaissances, ses croyances, ou des contes quintessilios, hein, dont Maxime Chevalier a fait des exégèses, eh bien, cela pouvait amuser tout le monde, hein, et parce que tout le monde participait d'une même culture finalement. Alors bien sûr, il y avait aussi des clins d'œil pour les plus doctes, hein, les spectateurs les plus cultivés. Ça aussi, il fallait quand même que l'opéra montre que il ne parlait pas qu'au peuple de Madrid, il parlait à tout le monde. Donc, et puis aussi, il avait dans sa mentalité, il voulait aussi prouver qu'il était tout aussi érudit, tout aussi savant qu'un Góngora, par exemple. Et alors, vous avez dit que vous cherchez dans ces textes classiques, en particulier Lope de Vega, de quoi comprendre le monde de maintenant en dépit des différences. Mais ce qui est intéressant là, ce sont les permanences. Du coup, j'aimerais qu'on reste avec Lope de Vega si on devait retenir, alors si ce n'est une leçon, j'aime pas beaucoup ce mot-là, mais un conseil pour être un homme de ce monde, on retiendrait lequel? Pour être un homme de notre monde. Chez Lope de Vega, c'est-à-dire est-ce qu'il y a une idée? De son monde à lui? Non, du monde en général. En général. Oui, puisqu'il y a des permanences, effectivement. Voilà, c'est ça. Bien, c'est. Moi, une grande leçon, c'est aussi. Bon, c'est donc déjà de savoir qu'il y a des permanences et qu'on ne croit pas qu'on invente le monde à tout instant parce que on est jeune en 2021. Le soleil, lui, pour tout le monde, mais le soleil, lui, depuis des milliards d'années. Donc, il ne s'agit pas non plus de tout figer, pensant que d'autres, les anciens, enfin, les générations précédentes ont vécu des choses que les générations actuelles vivent. Mais c'est vrai que sur des valeurs, on va dire, importantes, des valeurs ou pas toujours nécessairement des valeurs, ou des attitudes psychologiques individuelles, je vois pas trop de différence. C'est vrai que à l'époque de Lope de Vega, bon, outre ce qui était effectivement vécu comme un scandale, le fait qu'il soit ordonné prêtre et qu'il continue d'avoir une vie conjugale, mais pour avoir essayé de revivre ça à travers ses œuvres et sa correspondance, enfin, là où il peut se livrer, on voit que c'est un homme complexe et avec des contradictions. Et cela, je pense, ça fait partie aussi de la permanence des choses. Ces contradictions existent
certainement, chez tout un chacun, à notre époque, à toutes les époques. Et Lope de Vega, et en même temps, il faut se défier des idées reçues, des cases où on met les individus et en fonction de leur titre, etc., puisque cette familier de l'Inquisition, il a même été commissaire de l'Inquisition. Moi, je crois savoir, sinon je m'en serais rendu compte, il n'éprouvait pas un plaisir particulier à persécuter ou à aider à persécuter, bon, de la limpieza de sangre, ceux qui étaient donc d'une autre confession que la sienne. Une fois, il a été obligé, parce qu'il était dans cette fonction-là, il était obligé de se rendre à un auto da fé. Et c'est un pauvre moine qui était plus ou moins qualifié d'hérétique, hein, mais qui n'avait peut-être pas toute sa raison. Et Lope de Vega, bon, il n'a pas dit comme je peux le dire moi, mais faut savoir que il n'a pas du tout. C'était un homme trop sensible pour pouvoir apprécier ce genre de spectacle et de voir immoler comme ça, pauvre air. C'était pas, non, il n'avait aucun plaisir à cela, il était obligé d'y être. Donc, se défier plus même par rapport à la religion, il a quand même écrit Un Nuevo Mundo Descubierto por Cristóbal Colón, où il écrit très clairement que ce qui a motivé la découverte du monde et on va dire la christianisation, tout ça, c'était la cupidité. Ce qui motivait les conquistadors, c'est l'or. Ça, il le dit plus d'une fois. D'ailleurs, c'était une pièce qui n'avait pas une bonne réputation parce qu'il disait les choses crûment et non pas, ne se contentait pas de dire qu'il fallait répandre la religion catholique parce que les autres étaient dans l'erreur et qu'il fallait donc. Il disait que c'était quand même l'or, hein, c'était donc un motif économique. Voilà, donc ça me paraît important, que l'homme, bien sûr, il y a forcément en superficie, et aussi parce qu'on vit dans des sociétés qui forcément évoluent, peut-être que la complexité est plus grande, sans doute, même elle doit être plus grande aujourd'hui, puisque tout évolue, technologie, mais bon, donc, il faut tenir compte de cela, de ce décalage par rapport au XVIe et XVIIe siècle. Mais sur le fond, Lope de Vega, lui, et ça, je crois que c'est encore d'actualité pour certaines cultures, placer sans aucun problème, sur le même pied, l'homme et la femme. Et d'ailleurs, peu de fois, il écrivait dans ses pièces que l'amour rendait égal ou égaux ceux qui le ressentaient. C'est-à-dire que si on était un noble et on aimait une plébéienne, qu'importe. Ça les rendait, comment dirais-je, on était sur le même plateau de la balance. Et même comme du féminisme, d'ailleurs, mon article qui remonte à 1989 sur la nature de la femme faisait état de ce genre de propos. Et ma foi, tout le monde, mais je crois à l'heure actuelle, même 2021, tout le monde ne reconnaît pas une égalité. Sûr, ça dépend à qui on a affaire, ça dépend de qui on parle dans notre société, mais notre société est plurielle. Et là, pour qui la femme est inférieure à l'homme. Et de ces questions-là, il a été. Voilà. Lope de Vega les a traités de sa façon. Avec le gracioso aussi, parce que, voilà, avec ce personnage-là du gracioso, donc le fou chez Shakespeare, le bouffon, le valet bouffon, ça permettait de dire beaucoup de choses, de critiquer le pouvoir même. Alors, bien sûr, avec mais moi, je n'étais pas d'accord avec certains lopistes qui, bon,
une fois pour toutes, il mettait Lope de Vega du côté de l'aristocratie, du côté voilà, du pouvoir. Et ça, ce qui empêche à ce moment-là, même si ce n'est pas faux, mais ça empêche de voir les nuances critiques qui existent aussi si on lit sans parti pris son œuvre théâtrale, entre autres. Enfin, moi, c'est surtout l'œuvre théâtrale que je connais. Donc, on peut conclure en disant Lope de Vega a proposé une œuvre qui parle encore profondément à l'oreille de nos contemporains, à nous, à vous et moi, n'est-ce pas? Oui, mais oui, tout à fait. Je me demande si elle ne parle pas encore plus à l'oreille des femmes qu'à celle des hommes. Ne serait-ce qu'à cause de ce que je disais tout à l'heure, de cette valeur qui est, bien sûr, on peut dire que c'est une valeur aristocratique à l'origine. Mais Lope de Vega montrait qu'on pouvait être paysan et avoir de l'honneur aussi. Donc, cette question de l'honneur, c'est peut-être un peu démodé, mais bon, espérons qu'elle existe. Bien sûr, l'Espagne, c'est encore en particulier l'honneur, avec les deux mots espagnols pour le dire, alors que nous n'avons qu'un seul mot. Donc, il y a bien sûr une sensibilité beaucoup plus aiguë. Voilà, bon, à part cette réserve, mais la puissance libératrice, si j'ose dire, épanouissante même de l'amour, alors là, je crois que ça doit parler, pourquoi pas des hommes aussi, mais voilà. Nous n'avons pas oublié le monologue sous forme de sonnet de Diana de Belflor dans Le Perro qui dit que el amor es como una naturaleza, etc., etc. C'est vrai que j'aurais pu la citer parmi celles que j'aime bien, parce qu'elle est formidable aussi. Mais il y en a plusieurs, hein, et celle-ci aussi. J'ai dû écrire aussi sur cette pièce en particulier, d'ailleurs. Ouais, et oublié. Eh bien, je vous remercie beaucoup, beaucoup pour cet entretien et globalement d'avoir accepté de participer à ce projet Ma thèse et moi, a fortiori en tant qu'ancien de l'Université Paris-Nanterre. Merci. Voilà. Bien, merci peut-être de contribuer un peu à éclairer tout doctorant actuel.